grand salon. La TVT au cœur de l'information. Merci de votre attention. Excellent début de semaine à tous. L'actualité ce lundi vers de nouvelles mesures dans l'administration publique. Un système de contrôle de présence sur tous les jours de grève. Le sujet a de nouveau fait l'objet d'une rencontre ce lundi. Ministre de la fonction publique, directeur de cabinet et secrétaire généraux des services publics ont planché sur la question. La première session de la cour d'assises de Kara, toujours en cours. À la barre défilent les prévenus. Ce soir, une affaire de pédophilie. La victime, une fillette de 9 ans. Le récit des faits dans cette édition. Et puis, les 125 ans de l'église évangélique et presbytérienne paroisse de Bichintové célébrée ce dimanche. Jubilé placé sous le signe de l'amour, du pardon, de la paix et du développement durable. Le sujet sera évoqué donc tout à l'heure. Voilà, madame, monsieur le sommaire. Bienvenue. Bonsoir à tous. Un peu comme à l'école, vers un système de contrôle de présence des agents de l'administration publique. Ce n'est pas nouveau, le sujet a été encore évoqué ce lundi. Un système de contrôle de présence sur tous les jours de grève. Le ministre de la fonction publique en a parlé ce lundi avec les directeurs de cabinet et secrétaires généraux des services publics. Le compte-rendu de Rachel Aouf. Le devoir de tout agent de l'État est de servir parfaitement les usagers du service public. Une tâche pas souvent bien accomplie, ce qui rend mauvais les prestations au sein de la fonction publique. L'absentéisme, le retard chronique sont entre autres tares relevés dans l'administration publique. Le ministre de la fonction publique s'entretient donc ici avec les directeurs de cabinet et les secrétaires généraux des ministères et services publics afin d'élaborer une stratégie pour contrôler la présence et la prestation des agents de la fonction publique. Le problème, il est simple et en même temps compliqué. Simple parce qu'il s'agit de la présence sur les lieux du travail. Aussi bien les heures d'arrivée, la présence sur le lieu du travail, l'assiduité, mais également la fourniture des prestations et du rendement qui sont attendus de chacune et de chacun de nous en tant qu'agents et personnels de l'État. Et accessoirement, la manière dont nous gérons certaines situations particulières, telles que les jours de grève. Il est vrai que nous avons pris l'habitude, souvent pour des raisons d'apaisement, ou pour ne pas envenimer la situation, de ne pas être systématique dans les précomptes attachés aux jours de grève. Mais la loi doit être appliquée, les textes réglementaires doivent être appliqués. Et donc, je voudrais que nous puissions échanger et que nous essayons de nous accorder, même si ce n'est pas l'occasion de cette réunion, nous pouvons, à la fin de nos échanges et de nos discussions, mettre en place une petite équipe qui va travailler et proposer quelque chose qui soit en conformité avec le statut général de la fonction publique et qui soit en conformité avec les textes réglementaires en vigueur en matière de grève, pour que nous voyions concrètement comment nous assurer que dans tous les services, pas seulement au niveau d'un ministère en tant que tel, mais tous les services rattachés, il y ait des mécanismes pour que la présence sur le lieu du travail puisse être contrôlée et qu'en cas de grève éventuellement, les présences et les activités puissent être également contrôlées.
Nous ne le faisons pas dans un but punitif. C'est beaucoup plus pour nous assurer que le but premier de notre existence en tant qu'agent et personnel, à savoir servir les usagers du service public, être à leur disposition, répondre à leurs attentes, et que la contrepartie des rémunérations et des salaires que nous percevons soit effectivement assurée. Parce que nous ne percevons pas les salaires parce que nous, on nous appelle fonctionnaires ou telle dénomination, non. Parce que il devrait y avoir par service, par agent, par démembrement, des précisions et des clartés concernant le cahier de charge, concernant les tâches à accomplir. Et c'est en contrepartie de ces tâches-là et de ces prestations que nous avons un salaire à la fin du mois. Et donc, nous voulons tout simplement voir comment travailler ensemble à tous les niveaux, au niveau des responsables, mais cela doit être répercuté à chacun des agents et personnels. Comment nous allons faire pour améliorer la qualité des services publics et de l'administration, ne serait-ce qu'à travers une présence effective, une assiduité sur les lieux du travail, et la disponibilité vis-à-vis des usagers des services publics. Pour le gouvernement, il s'agit d'amener les fonctionnaires à bien accomplir leurs tâches et avoir en esprit la qualité du service public. Certains se diront, en nous écoutant, en nous voyant avoir cette réunion, de dire mais est-ce que ce n'est pas lié aux circonstances actuelles où il y a un certain nombre d'agitations, de mouvements de grève ici et là? Non. Il n'y aura jamais de moment approprié et opportun pour avoir ce genre d'initiative, pour avoir ce genre d'exercice, pour échanger entre nous et voir comment nous pouvons les uns et les autres œuvrer à améliorer et à renforcer la qualité et la performance et l'efficacité des services publics. Lors des derniers conseils de ministres, nous avons parlé de l'efficacité de la dépense publique. Et un des secteurs qui est visé, où nous devons faire un effort, c'est la rationalisation des effectifs et des personnels de l'État. Non pas dans le sens de réduction des personnels, non. C'est de nous assurer que ceux qui émargent sur le budget de l'État, qui perçoivent un salaire, sont des femmes et des hommes qui existent, qui sont sur les lieux de travail et qui travaillent effectivement. Et naturellement, il peut y avoir un certain nombre de phénomènes marginaux, que peut-être nous perdions un concitoyen qui décède. Et comme nous n'avons pas un état civil et un signalement systématique des cas de décès, qu'une telle situation puisse se produire et que pendant un certain temps, quelqu'un continue à émarger ou son salaire continue à être versé, ça peut se comprendre. Mais il ne peut pas se comprendre les autres phénomènes. Quelqu'un qui serait dans une position administrative où il ne devrait pas percevoir un salaire pendant un certain temps, soit parce qu'il est en détachement dans un autre service et perçoit son salaire, ou qu'il est en disponibilité par rapport à la fonction publique, pour une raison ou une autre, mais malheureusement, il n'y a pas de mécanisme systématique pour s'assurer du contrôle et de l'effectivité dans le recensement des personnels de l'État et aussi de corréler ça avec la fiche des salaires. Donc, en attendant que nous réfléchissions pour voir éventuellement des aménagements qui pourraient être apportés, y compris sur les textes légaux et réglementaires, je crois que les textes existants sont suffisants pour nous permettre de réfléchir et de mettre en place des mécanismes et des règles pratiques afin de contrôler les présences, l'assiduité et le rendement des agents et personnels de l'État. Il va falloir qu'à l'issue de cette réunion, nous mettions en place quelque chose en tenant compte de la spécificité
de certains domaines d'activité pour qu'il y ait des règles et des mécanismes généraux qui puissent être adaptés service et domaine et secteur par secteur. À l'avenir, nous devons être beaucoup plus méthodiques et systématiques dans le contrôle de présence les jours de grève. Non seulement parce que nous devons respecter les textes qui existent et veiller au précompte, mais nous devons aussi éviter les risques de, je ne dirais pas d'arbitraire ou d'abus. Il nous est arrivé de faire des précomptes à l'encontre d'agents qui étaient sur le lieu de travail ou qui disent avoir été présents sur le lieu de travail. Et dans ce cas-là, nous nous sentons responsables. Soit c'est un agent indélicat qui, pour des raisons de difficulté ou d'un conflit personnel, omet d'enregistrer quelqu'un qui est présent ou met comme absent quelqu'un qui effectivement était là et a assuré l'effectivité du travail. Donc nous le faisons aussi dans le souci de protéger les fonctionnaires, notamment ceux qui sont présents sur le lieu de travail. Il va falloir que lorsqu'il y a une grève, que nous sommes obligés de respecter parce que la Constitution et les textes consacrent cette liberté. Mais nous devons veiller à ce que les présences pendant les jours de grève puissent être effectuées et l'être de manière transparente. Cette rencontre a donc été un moment d'échange avec les responsables administratifs. L'ambition est d'arriver à suivre conformément à la loi les agents sur les lieux de travail. Et combien sont-ils justement aujourd'hui à travailler dans la fonction publique, dans les autres secteurs d'activité? Pas souvent de données précises, gros handicap donc dans l'élaboration des politiques de développement. La conférence internationale des statistiques a pris des nouvelles résolutions et c'est pour permettre aux statisticiens de mieux faire leur travail. Ces derniers venus de l'Afrique de l'Ouest s'approprient depuis ce lundi le contenu des nouveaux tests. Les précisions, Ornelia Lagoué, Luc Assis. Il est à noter aujourd'hui que de nouvelles résolutions relatives à la collecte, à la mesure et à l'analyse des informations sur l'emploi sont prises par le biais de la Conférence internationale des statisticiens du travail. Ainsi, de nouvelles normes statistiques sur le travail, l'emploi et la sous-utilisation de la main-d'œuvre, puis les concepts du marché du travail connaissent des mutations. Et pour permettre aux professionnels des statistiques de comprendre ces résolutions, afin d'améliorer le dispositif de mesure et d'analyse des données sur l'emploi, l'Observatoire économique et statistique d'Afrique subsaharienne AfriStat renforce ici ses compétences. Ceci en lien avec le document de méthodologie harmonisée d'enquête sur l'emploi de l'institution. Il y a des résolutions qui sont prises au niveau international et ces résolutions, il faut qu'on regarde un peu comment nous, on peut les adapter à nos propre réalité. Parce que c'est surtout ça l'enjeu. L'enjeu, c'est de regarder ce qui se décide au niveau international et savoir, nous, comment on va l'adapter à nos propres réalités pour pouvoir avoir des statistiques sur le marché du travail fiables qui vont permettre à nos décideurs de pouvoir mettre en place des politiques publiques efficaces. Les outils d'enquête modulaires sur l'emploi et le secteur informel développés par AfriStat intègrent les définitions des concepts des nouvelles résolutions. Leur maîtrise permettra aux statisticiens de fournir des données et informations précises afin que les politiques et programmes de développement soient élaborés et évalués en temps réel. Il s'agit pour eux de regarder les nouveaux outils de collecte auprès du secteur informel, des entreprises et des ménages, de telle façon que lorsque nous voulons dialoguer avec le milieu universitaire et même les plus hautes autorités, nous ayons la mesure un peu plus juste. Pour que demain, quand nous donnions les taux de chômage et de sous-emploi, nous puissions les donner très régulièrement et puis que vous soyez situés sur l'ampleur du phénomène et qu'on puisse mieux l'adresser. Cette rencontre sous-régionale, organisée avec l'appui de la BAD, donne également l'opportunité à ces professionnels des statistiques de s'approprier les indicateurs du marché du travail et de la formation professionnelle selon les normes de l'Union africaine.
À combien achetons-nous le paquet de sucre au Togo? Est-ce le même prix au Bénin, au Ghana, dans la zone UEMOA, CEDEAO? Pas si sûr, les prix à la consommation diffèrent souvent d'un pays à un autre. Pourquoi donc cette différence? Eh bien, les experts en charge de la compilation des indices des prix à la consommation de la zone CEDEAO sont justement à Lomé pour regarder cela de près. L'objectif, eh bien, c'est d'arriver à harmoniser les prix à la consommation. Les explications dans ce reportage de Carmen Madji Akapo avec Tabitha Akapo. Les pays de la CEDEAO veulent avoir un même indicateur afin que le niveau d'inflation soit calculé sur la même base pour une convergence des économies. Des experts dans le domaine de la fixation des prix des différents États membres et des représentants de la Commission de la CEDEAO, de l'UEMOA et d'Afrisat évaluent ici l'état d'avancement du dispositif et outils de traitement de l'indice harmonisé des prix à la consommation IHPC. Dans la zone CEDEAO, nous avons les pays non UEMOA qui ne sont pas intégrés du point de vue calcul de l'indice. Chacun calcule son indice de façon séparée. Et on voudrait en définitive qu'on ait un indicateur, un mode de calcul unique pour l'ensemble des pays, que ce soit UEMOA et CEDEAO, de façon harmonisée, parce que vous n'êtes pas sans savoir que les décideurs donc, des pays de la CEDEAO ont pris l'engagement d'aller vers la monnaie commune à l'horizon 2020. Donc là aussi, il faudrait que dans cette zone, on ait, comme cela se passe dans la zone UEMOA, le même indicateur, un même indicateur calculé dans les mêmes conditions et que les autres aussi agrégats macroéconomiques soient élaborés de la même façon pour que quand on voudra faire la surveillance des pays, qu'on puisse savoir est-ce qu'on est dans la même zone parce que les gens auront calculé les indicateurs de la même façon. Les acteurs vont donc échanger leur expérience en vue de doter la CEDEAO d'un indicateur susceptible de suivre l'évolution du niveau moyen des prix des biens et des services. Des recommandations seront formulées pour l'intégration de l'indice harmonisé des prix à la consommation dans toute la sous-région ouest africaine qui souhaite avoir une monnaie commune d'ici à 2020. Cette rencontre de Lomé a reçu l'appui financier de la BAD, Banque africaine de développement. Et c'est un exercice qui devra forcément avoir des influences dans les politiques commerciales des États. A signalé déjà que cette rencontre de 4 jours justement sur les politiques commerciales du Togo. Une session ouverte ce lundi entre les experts de l'OMC et les acteurs locaux. But, améliorer le régime commercial au Togo en corrigeant certaines incohérences. Les précisions de Nathalie Panengue. Après le 4e examen des politiques commerciales du Togo en octobre 2017 à Genève en Suisse, les experts de l'Organisation mondiale du commerce font ici le suivi de ces politiques. Avec les acteurs nationaux impliqués, il s'agira de passer en revue tous les secteurs de l'économie togolaise ouverts au commerce, notamment les différentes réformes entamées ou intervenues. Par rapport à l'accord sur la facilitation des échanges, parmi les recommandations, ce que cet accord recommande dans son article 10 alinéa 5, c'est que les membres doivent s'abstenir de recourir à l'inspection avant expédition. Et là, ça fait partie des questions dont nous aurons à discuter. Après avoir dit les problèmes que cela soulève, l'application de la mesure soulève, nous verrons ensemble comment le pays pourrait corriger cette incohérence par rapport à ses engagements. Améliorer le régime commercial du Togo et relever son niveau de performance, voilà le but que poursuit le ministère du Commerce et de la Promotion du secteur privé. Nous regardons du côté de la facilitation des échanges. Ce dernier accord de l'OMC qui est entré en vigueur depuis le 23 février 2017. Le Togo a déjà son comité national de facilitation des échanges. C'est déjà une mesure pour se conformer aux exigences de l'Organisation mondiale du commerce. Nous avons catégorisé nos mesures, les mesures de catégorie A, B et C. Selon le dernier examen conjointement présenté par les 8 États de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, les performances économiques sont meilleures avec un taux de croissance moyen de 6%, supérieur donc à la moyenne de la zone Afrique subsaharienne qui est de 1,5%.
Des incohérences qui pourront bien s'appeler aussi aujourd'hui insécurité informatique. L'OTR anticipe. Ces agents informaticiens sont depuis ce matin à l'école de la sécurité informatique. Une série de modules à maîtriser sur 5 jours. Ça devrait renforcer la gouvernance fiscale après. Écoutez ça là. Les agents de la cellule informatique de l'OTR, Office togolais des recettes et du ministère de l'économie et des finances, tous munis d'ordinateurs pour se former aux nouvelles exigences du système intégré de gestion des finances publiques, sécurité informatique. Du management informatique à la conception et gestion des projets informatiques, en passant par la sécurité informatique, des modules bien définis pour leur permettre de répondre aux besoins de l'heure. En termes de formation, nous sommes un hub et on s'appuie sur les ressources internes, sur l'expertise nationale et souvent on fait aussi appel à l'expertise internationale lorsque besoin est. C'est un grand honneur pour nous d'assurer cette formation. Cette formation est organisée dans le contexte du projet d'appui à la gouvernance fiscale PAGFI. Objectif, mieux répondre aux attentes des utilisateurs ou bénéficiaires de ces logiciels informatiques. Quand on livre les applications ou les logiciels informatiques, on voit que l'utilisateur, il est satisfait à 90% et nous on veut 100%. Pour arriver à 100% de satisfaction, il faut savoir comment gérer les projets pour aider les utilisateurs à faire une expression de besoins qui s'expriment entièrement dans leur expression de besoins, les attentes, les objectifs. Ainsi, l'informaticien peut livrer un produit 100% satisfaisant. C'est une série de formations qui s'étend sur 5 semaines, appuyée par la BAD, Banque africaine de développement. Autre sujet évoqué ce soir, la santé, avec l'ouverture ce lundi à l'orée d'une rencontre d'évaluation externe conjointe du règlement sanitaire international. De quoi parle-t-on précisément? Eh bien, voici les explications dans ce reportage de Ramdan Bassina. Le règlement sanitaire international est un instrument juridique qui a pour vocation d'aider la communauté internationale à prévenir les risques graves en matière de santé publique. Des risques susceptibles de se propager même au-delà des frontières. Le Togo, qui a adhéré à cette démarche en 2017, participe à l'évaluation externe conjointe qui permet à chaque pays d'identifier les insuffisances de son système sanitaire humain et animal. Ceci afin d'améliorer les mécanismes et mieux préparer les ripostes. Au cours de cet atelier, mesdames et messieurs, vous aurez à examiner 19 thématiques qui composent les domaines suivants, à savoir la prévention et la réduction de la probabilité d'épidémies et d'autres événements et risques de santé publique, la détection précoce de signes inhabituels liés à la santé, la riposte multisectorielle rapide et efficace, y compris la mobilisation internationale. L'évaluation externe conjointe est une opportunité pour mettre en place une plateforme dite Une seule santé, ou en anglais One Health, au Togo. Le ministre de la Santé et de la Protection sociale est convaincu de l'impact positif de cette démarche sur la santé des populations togolaises initiée par l'OMS. C'est conscient de ces considérations que le Togo a adhéré au règlement sanitaire international au cours de la session annuelle de l'OMS de 2017. Cette adhésion, en lien étroit avec notre plan national de développement sanitaire, a été suivie avec l'appui de nos partenaires, de la mise en place d'organes, d'outils et d'acteurs en vue d'en assurer l'effectivité. Cette évaluation conjointe reste une opportunité dont les résultats constitueront un nouveau socle sur lequel le Togo va articuler son système de santé. Des mécanismes qui vont intégrer les outils nécessaires capables d'atténuer les effets néfastes des risques infectieux et bien d'autres catastrophes sanitaires. La politique avec la situation socio-politique intérieure au Togo, au cœur des préoccupations du mouvement des jeunes UNIR. Ils étaient samedi avec leurs congénères de la commune de Tchévier. Il était question de les inciter à participer à la vie politique du Togo, du pays, ceci à travers des propositions de sortie de crise. Le récit avec Tabita Akapo. Le respect des institutions de la République, le dialogue inter-togolais, les réalisations du chef de l'État, ce sont là quelques sujets abordés lors de cette rencontre entre la jeunesse de la préfecture d'Izio
et le mouvement des jeunes du parti UNIR. La demande faite à la jeunesse est d'être engagée pour les actions du parti et d'être des modèles. Nous avons abordé plusieurs sujets. Nous nous sommes réjouis parce que nous avons trouvé à TV une jeunesse déterminée, engagée à respecter les institutions de la République et les biens publics. Et avec les jeunes, nous avons réaffirmé notre engagement et notre soutien au chef de l'État, Faure Sozemna Gnassingbé. Pour le délégué national du mouvement des jeunes du parti UNIR, l'épanouissement des jeunes est placé au centre des préoccupations du président de la République. Ils ont donc le devoir de faire preuve d'abnégation, d'esprit créatif et de promouvoir le vivre ensemble. Nous sommes très heureux de constater que nous sommes en face d'une jeunesse engagée pour le progrès et engagée pour le rayonnement international du Togo. Une jeunesse qui est particulièrement fière des actions qui sont menées par les autorités et qui est engagée à défendre les acquis du Togo durant ces dernières années. Le Togo a réalisé beaucoup de progrès ces dernières années et la jeunesse que nous avons rencontrée ici confirme qu'elle est engagée pour protéger ces acquis-là. Et elle a aussi fait preuve d'une certaine élévation d'esprit en appelant l'ensemble des acteurs politiques à rester concentrés sur l'objectif majeur qui est de développer notre pays. La délégation du mouvement des jeunes du parti UNIR a félicité la jeunesse de la préfecture de Zior pour son engagement citoyen et son comportement civique dans les actions qui concourent à la préservation de la paix, de la sécurité et du vivre ensemble. Il est 20h26, un mot de l'actualité à l'étranger. 7 soldats français ont été blessés samedi dans une attaque qui a visé les camps de la MINUSMA et de la force française Barkhane à Tombouctou, c'est dans le nord du Mali. Une attaque au cours de laquelle une quinzaine d'assaillants ont été tués, annonce faite par l'état-major français. Et puis en Centrafrique, l'ONU ouvre une enquête sur un casque bleu. Il est soupçonné, lui, de trafic de munitions. Cela dit, retour chez nous, direction Kara pour la première session de la cour d'assises sur place à Kara. Je l'annonçais en titre, à la barre, défilent les prévenus. Ce soir, une affaire de pédophilie, les faits sont têtus. Dans le box des accusés, le sieur Alilou Soulé Afo, la victime, une fillette de 9 ans. Le récit, Nestor Moussou. Alilou Soulé Afo, dit coach, enseignant d'éducation physique à Tchamba, est accusé de pédophilie. Selon les faits, le 14 janvier 2016, aux environs de 15 h, l'élève Delphine Kabaté, âgée de 9 ans, allait à l'école lorsqu'elle a été appelée par Alilou Soulé Afo pour qu'elle lui rende service chez lui. Une fois à la maison, il la fit entrer dans sa chambre et lui imposa des relations sexuelles. Coach a été surpris par des passants qui ont alerté la maman de la fille. Avoir des rapports sexuels avec une fille âgée de moins de 15 ans et dont la différence d'âge avec l'homme dépasse 5 ans est qualifiée de pédophilie. Alilou Soulé Afo est tombé donc sous le coup de la loi. Avant le nouveau code pénal, le code de l'enfant prévoyait aussi les faits de pédophilie et les sanctionnait donc dans ces dispositions à l'article 393 qui sanctionnait la pédophilie. Mais à partir de l'entrée en vigueur du nouveau code pénal, c'est le nouveau code pénal qui s'applique. Surtout que les faits ont été commis sous l'empire du nouveau code pénal. Donc, ce nouveau code pénal dit, dans ses dispositions finales, que toutes les dispositions contraires sont abrogées. Donc, en réalité, pour des faits qui se sont passés sous l'empire du nouveau code pénal, on ne peut plus aller appliquer un texte qui est abrogé. J'ai requis 15 ans de réclusion criminelle et j'ai fait valoir les circonstances, en tout cas atténuantes, qui existaient par rapport aux faits. Le ministère public a requis donc 15 ans d'emprisonnement en se basant sur le nouveau code pénal, ce que dénonce la défense. Selon elle, le dossier comporte beaucoup d'irrégularités. L'élément constitutif de la pédophilie, c'est d'abord l'âge de la personne. Mais nous avons vu dans notre dossier qu'au moment des faits, on n'avait même pas un acte de naissance. On a produit un acte de naissance qui a été établi pour les besoins de la cause. Ça, c'est le premier argument. La deuxième incohérence, on dit qu'on a retrouvé le sperme sur l'habit ou bien le kaki de la jeune fille. Mais on n'a jamais vu ce kaki-là. Et à supposer qu'il s'agissait du sperme, qu'est-ce qui démontre que c'est le sperme de l'accusé? Et mieux, il y a un argument de taille.
on poursuit mon client pour pédophilie. Quel est le test applicable? La chambre d'accusation a dit de le juger sur la base des dispositions du Code de l'enfant. Nous sommes surpris que le procureur dise non, que c'est le nouveau code pénal qui doit s'appliquer. Or, il avait connaissance de l'arrêt de la chambre d'accusation. Il n'a pas exercé une voie de recours contre cet arrêt. Or, la Cour est obligée de statuer en restant dans le cadre de l'arrêt de renvoi. Et donc, c'est ces arguments juridiques que nous avons développés avant tout débat. La défense n'a pas eu gain de cause. La Cour a pris un arrêt qui condamne Ali Souleafo à 15 ans de réclusion criminelle. Coach doit en plus payer 500 000 francs CFA de dommages et intérêts à la partie civile. Le conseil du condamné a annoncé qu'il va se pourvoir en cassation devant la chambre judiciaire de la Cour suprême du Togo. Dans le reste de l'actualité, le concours d'entrée en master professionnel en culture et développement de l'IRES-RDEC, Institut régional d'enseignement supérieur et de recherche en développement culturel, 25 candidats composent depuis ce matin. Première épreuve, la dissertation ce matin. Gérald Lagoudou. Au nombre de 50 au départ, 25 candidats ont été retenus pour passer le concours d'entrée en master professionnel en culture et développement de l'IRES-RDEC, Institut régional d'enseignement supérieur et de recherche en développement culturel. Il s'agit des agents et cadres du secteur public en fonction dans le domaine de la communication, de la culture, de la formation civique et du tourisme. Ces candidats, dès qu'ils réussissent, vont s'inscrire soit en option à culture et société, soit en entreprise, en management des entreprises culturelles. Après la vérification des pièces d'identité des candidats, place à la première épreuve, la dissertation pour une durée de 3 heures d'horloge. Les candidats ont le choix entre 2 sujets portant sur la problématique du développement culturel. Seuls 10 heureux candidats auront le quitus de suivre 2 ans de formation sanctionnés par un master professionnel en culture et développement. Ils sont aussi utiles dans les entreprises de la place, dans tous les ministères, parce que la culture est transversale. Ils peuvent être envoyés ou bien concourir à des postes dans les institutions culturelles internationales comme l'UNESCO et l'UEMOA, l'Union africaine, la CEDEAO. Et donc, il y a plusieurs débouchés qui s'offrent donc aux nantis de ce diplôme de master en développement culturel. Ce concours se déroule simultanément dans d'autres pays, notamment au Gabon, en Centrafrique, en Côte d'Ivoire et au Niger. Les épreuves prennent fin ce mardi par un sujet portant sur la connaissance des organisations culturelles internationales. Et les 25 ans de l'église évangélique et presbytérienne paroisse de Michintove, jubilé, je vous l'annonçais, placé sous le signe de l'amour, du pardon, de la culture de la paix, du développement durable. La célébration hier dimanche, le récit de Sonia Ménipo. 1893-2018. Il y a de cela 125 ans, les premiers missionnaires de la mission Brême apportaient la bonne nouvelle du Christ dans le village de Tové, fondant ainsi la première église évangélique presbytérienne du Togo, EPT. Une bonne nouvelle accueillie par les habitants de la dite localité qui l'ont ensuite propagée dans tout le Togo. Ce fut un véritable combat de la foi dont se souvient encore cet homme. Les débuts ont été très difficiles. Les premiers baptisés, précisément, sont sortis des couvents. Cela a soulevé l'indignation des responsables des couvents et aussi du village en général parce que ils prêchaient un peu contre les habitudes des gens qui vivaient à l'époque sous l'influence de ces couvents-là. Pour les fidèles chrétiens et natifs du milieu, ce jubilé marque non seulement l'arrivée de l'évangile, mais aussi 125 ans de leur foi chrétienne. La graine qui a été semée en 1893 par le premier messager de la mission de Brême a germé, a grandi, le plant a grandi, a porté beaucoup de branches, des fleurs, des fruits et s'étend au-delà de Michintove. Et ça, nous sommes fiers de ça, que ce soit la racine
de l'église évangélique presbytérienne ici. 125 ans dans la vie d'un homme, c'est beaucoup. Dans la vie d'une église, c'est encore beaucoup parce qu'il y a d'autres paroisses qui ont été créées à partir de la graine qui a été semée. Notre vœu le plus cher, c'est que ce nom qui est collé maintenant à nous en tant que village, que nous puissions manifester par nos actions, par nos propos, par le développement de la localité, que nous sommes vraiment mission Tové. La célébration de ce jubilé est placée sous le signe de l'amour envers son prochain, la culture de la paix et le pardon, gage d'un développement durable. Nous connaissons Jésus. Quand il est venu, il a prêché un message de paix, de pardon, d'amour et de réconciliation. Donc si nous témoignons du ressuscité, notre projet de vie, notre projet de société ne serait qu'un projet d'amour, de réconciliation, de pardon et de paix. Et d'ailleurs, c'est ce que nous souhaitons à notre Église et c'est ce que nous souhaitons également à notre nation. Les 125 ans de l'église évangélique presbytérienne de Tové est aussi un moment de retrouvailles. Aujourd'hui, Mission Tové est considéré comme le berceau de l'église évangélique presbytérienne du Togo et c'est donc tout le canton voire le Togo qui est en fête. Pour la circonstance, le monument du centenaire a été inauguré. 125 ans, pardon pour ma langue qui est un peu fourchée. Merci à vous qui nous suivez ce soir à Mission Tové justement et comme d'habitude toujours fidèlement. D'abord ce communiqué avant de nous séparer, la direction générale de la société togolaise des eaux TDE informe à son aimable clientèle que dans le cadre de la mise en œuvre du projet d'alimentation en eau potable de la ville de Lomé, des travaux de réhabilitation des installations de la station de production d'eau de Lomé et Kakaveli sont entrepris et vont occasionner des perturbations dans l'alimentation en eau potable. La TDE s'excuse auprès des abonnés pour les désagréments et les rassure que toutes les dispositions sont prises pour un rétablissement du service d'eau dans les meilleurs délais. Très belle soirée à vous.